Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tess Lane, une écrivaine passionnée par les émotions humaines. Elle vient nous parler de son roman en cours, de son processus créatif et de sa façon très personnelle de construire ses personnages. Bonjour Tess, bienvenue dans le tout premier épisode de Why Not Podcast. Alors je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi pour inaugurer cette aventure. Bonjour Delphine, et puis merci de me recevoir sur ton podcast et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Quand on découvre ton univers, on sent tout de suite une écriture très profonde, presque spirituelle. Dans ton dernier post, tu nous as fait part d'un extrait de ton roman intitulé Le jour où j'étais exaucée. Je te cite. Chaque désillusion inscrivait des entailles sur le bâton de ma vie. Il avait été de marche, celui sur lequel m'appuyer pour avancer, mais à présent, il servait surtout à me battre. Alors c'est un extrait très intime, très poétique, dur aussi, hein. Tu décris ton roman comme étant psycho-initiatique, qui est en ce moment en cours d'écriture. Quelle importance a cette démarche pour toi, Tess? Eh bien, moi la psychologie c'est important, déjà parce que j'en ai fait mes études, donc du coup forcément c'est quelque chose Oui. qui est au cœur de mon travail, au cœur de ce qui m'habite, d'avoir toujours eu envie d'aider les autres, de les accompagner et puis de comprendre Ouais. la psyché humaine. Donc, euh, Donc je pense que j'ai cette chose en moi qui fait que j'aime parler des choses qu'on va pas forcément dire, des choses qui sont tabous ou qu'on n'arrive pas à mettre en mots. Et j'ai toujours eu tendance à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et du coup, c'est pour ça, en fait, j'ai remarqué que quand on demande à quelqu'un comment il va, on attend toujours une réponse positive et on va toujours en donner une positive. Alors qu'en fait, parfois, on a aussi le droit de dire qu'on va juste pas bien, que c'est juste difficile et c'est OK. Et du coup, j'ai envie de pouvoir mettre ça dans mes livres, quoi, montrer que tout n'est pas toujours tout rose et que ça fait partie de chaque être humain. Penses-tu que l'humain est limité par sa difficulté à exprimer ce qu'il ressent vraiment? Je pense, oui, un peu. Déjà, quand on retrace quand même l'histoire de la psychologie, euh, alors, je vais pas faire tout un cours de psycho, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que au début, c'était les fous. On parlait des fous. Et, euh, D'accord. Et aller voir un psychologue, ça a mis beaucoup de temps pour se dire, c'est que des gens qui ont de très gros problèmes qui vont en voir, alors qu'en fait, pas du tout. On en aurait tous Oui. besoin, dans une certaine mesure, juste pour avoir un espace dans lequel on peut exprimer des choses qu'on ne peut pas dire à la maison, de pouvoir parler librement à une tierce personne, en fait. Donc, je pense Oui. que c'est encore quelque chose de tabou, même si j'avoue quand même qu'avec ce nouveau millénaire, ça s'est un peu amplifié ce phénomène avec le développement Oui. personnel. Oui, heureusement, on a évolué un petit peu là-dessus et Oui, du coup, ce roman, c'est plutôt pour explorer ce que tes personnages peuvent ressentir psychologiquement et pouvoir l'exprimer à l'écrit, c'est ça? ce roman spécifiquement, pas forcément. C'est-à-dire que c'est D'accord. tout le genre littéraire du roman psychologique et introspectif qui met du coup en avant les émotions et les pensées d'un personnage. Donc, quand on en vient à lire ce genre-là, Oui. je pense que c'est pour justement mieux comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne avec ses, ses déboires, quoi. Donc, qui, là, pour le coup, dans ce roman-là, effectivement, ce sont des déboires très intenses, puisqu'on parle de désespoir, d'une forme de dépression. Mais dans mon second roman, on est dans un récit de vie. Et du coup, dans le cas d'Anaëlle, qui est l'héroïne de ce De ton roman-là, roman, oui. du coup, c'est la santé mentale hein, qui est au cœur, le fait d'être dans cette sensation de désespoir. Mais par exemple, Oui. pour mes autres romans, dans le deuxième dont on parlera plus tard, mais j'aborde aussi les relations dysfonctionnelles ou toxiques. En fait, tout ce qu'il y a de plus sombre dans un humain. Et, euh, et j'aime bien mettre ça au cœur. Donc je pense que ma démarche, elle vient de là, c'est de parler des choses dont on n'ose pas forcément parler ou qu'on va avoir tendance à enjoliver, ou elle va forcément traverser des épreuves difficiles. Ces moments où on se dit, je vais tout abandonner, tout plaquer pour aller vivre sur une île en ermite et qu'on me laisse tranquille et qu'on me foute la paix.
Du coup, c'est pas que de la santé mentale, mais c'est ce Oui. sentiment qu'ont les gens du désespoir où c'est trop, où c'est un trop plein et où on n'en peut plus. Et j'avais envie d'aborder cette pensée-là parce que bah, sur mon chemin dans ma vie, j'ai évolué et j'ai commencé à penser que la pensée pouvait être créatrice. Je prends toujours l'exemple en fait quand tu sors, je sais pas, d'un rendez-vous ou du boulot et que ça s'est mal passé et que tu conduis et t'en peux plus, et tu t'arrêtes sur le bas-côté et tu te dis j'en ai marre là, j'ai envie que tout s'arrête, j'ai envie de tout envoyer Ouais. péter. L'univers nous écoute et nous entend dire toutes ces choses de j'en peux plus, j'en ai marre et que ça s'arrête. Bah, en fait, s'il le réalisait, qu'est-ce qui se passerait? Parce que ce sont des pensées comme ça qui nous traversent, mais qu'on n'a peut-être pas forcément envie qu'elles arrivent réellement. J'avais envie d'aborder ça pour tout le monde. C'est pas seulement pour des gens qui ont des troubles psychologiques. C'est aussi pour tous ceux qui parfois ont des pensées qui vont dépasser leur souhait réel. Euh, de se dire, ah bon, bah, je vais essayer de penser autrement, de vivre les choses autrement parce que j'ai pas envie de créer ça. J'ai pas envie d'attirer ces énergies-là, quoi. Voilà. Parce que toi aussi, du coup, tu penses avoir vécu une transformation profonde, comme ton personnage? Oui, oui, effectivement, ça, je l'ai vécu parce que, ben, du coup, je parlais de dépression et moi, j'ai connu ça, Oui. hein. J'ai connu ça pendant longtemps. J'ai été une D'accord. adolescente qui était très mal dans sa peau et c'était pas la petite dépression de quelques mois, c'était la dépression chronique, sévère, difficile où moi aussi j'avais envie que tout s'arrête et pour faire un peu mon parcours, bah, il y a eu l'écriture. C'est quelque chose d'assez thérapeutique. Puis il y a eu mes études de psycho, parce que j'ai fait un master de psychologie clinique, psychanalytique, donc sur la psychanalyse et l'hypnose, ericksonienne et humaniste. Et je pense que tout ça a joué un formidable, travail thérapeutique, chez moi parce qu'on sait que tous les soignants cherchent à réparer, chez les autres ce qu'ils ont pas pu réparer chez eux. Il y a eu des histoires de vie, compliquées. J'ai perdu ma mère aussi, il y a 5 ans de ça, presque 5 ans de ça. Et ça, en fait, ça a été l'épreuve qui m'a le plus fait avancer dans ma vie. Et mêlé à cet attrait que j'ai à la spiritualité, parce que évidemment, quand je parle de l'univers qui vient et qui exauce le souhait d'Anaël, qui en vient dire, ben, tu veux mourir, ben, voilà, ça arrive. Euh, Forcément, c'est parce que j'ai un attrait pour la spiritualité, la vie après la mort, des sujets ésotériques. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à étudier les lois de l'univers, la loi de l'attraction, la pensée créatrice, le développement personnel et toutes ces notions-là. Et en fait, après le décès de ma mère, j'ai lu un livre qui s'appelle Respire de Maud Ankawa. Je pense qu'il arrivait à un moment parfait où en fait il reprenait tout le travail thérapeutique que j'avais fait sur moi, donc grâce à mes formations, grâce à des séances hein, avec des psychologues, d'hypnose, etc. Et mes histoires de vie. Et du coup, je m'étais engagée dans avec la spiritualité, dans cette philosophie de vie dont elle parle un peu dans ce bouquin-là. Mais en fait, avoir conscience des choses ne fait pas qu'on arrive forcément à mettre en place euh, tout ce qu'on pense et tout ce vers quoi on aimerait aller. C'est plus compliqué que ça, hein. La psyché humaine, des fois, les schémas et les croyances limitantes reviennent. Et donc, du coup, bah, ce livre, il est arrivé pile au moment où, je sais pas, ça m'a permis ce déclic de toute ma philosophie de vie que j'avais envie d'avoir. Et ben, mon inconscient l'a complètement accepté, a pris toutes les informations, il les a encodées et du coup, ça a complètement changé ma vie. Donc, suite au décès de ma mère et à la lecture de ce livre, quoi. C'est pour cela, que dans tes posts, tu parles souvent de souffrance et d'espérance. Tu penses que ces émotions peuvent être un moteur, créatif? C'est là-dedans que toi tu vas puiser? Et complètement. Je pense que la souffrance, c'est une grande inspiration et pour beaucoup d'auteurs, ou même on le voit dans les chansons, on le voit dans plein d'arts Tout différents, à dans la fait. peinture, dans la danse. Et c'est aussi ce qui atteint les gens. Je pense que ça leur permet de s'identifier à des choses, comme je disais au tout début, qui, Oui. en fait, on le dit pas. Et donc le voir à travers une œuvre, à travers autre chose, avec d'autres yeux,
ça nous permet de nous identifier tout en laissant quand même les choses à distance. Donc je pense que ça fait du bien et que faut pas avoir peur d'y aller en fait, parce que c'est OK de souffrir, c'est OK d'avoir des moments difficiles. Oui, effectivement. Je pense qu'on passe tous par des cheminements différents. Mais toi, qu'entends-tu exactement par espérance? Alors l'espérance, c'est pas justement je fais, avant je parlais beaucoup d'espoir et espoir, avoir espoir de quelque chose, du coup, c'est avoir des attentes. Alors que l'espérance, c'est autre chose, c'est plus de l'ordre de la croyance. Pour des personnes religieuses, on va être plus de l'ordre de la foi. D'accord. Mais ça va être plus cette notion-là. Avoir de l'espérance, c'est différent que d'avoir de l'espoir. Parce que l'espérance, c'est le fait qu'au fond de soi-même, on sait toujours que bah, l'univers, moi je parle beaucoup du coup de l'univers, euh, nous envoie des choses et que c'est pas pour rien. Que les choses, elles se produisent, il n'y a pas de hasard. C'est pour nous apporter quelque chose, pour que ce soit une leçon, que ce soit de pouvoir nous faire avancer. Donc, tu vois, ça rejoint beaucoup ce que je disais avec le Mmh. livre de Maud Ankawa, que du coup, la vie a toujours des choses à nous apporter, même quand c'est mauvais. Et je pense que c'est ça l'espérance. Et du coup, qu'aimerais-tu que le lecteur garde de cette histoire une fois le livre refermé? Bah, l'espérance, justement. Je crois que, Oui, bah, du coup, oui. Oui, leur je crois donner, que c'est justement ça. peut-être que ça soit un peu un guide pour eux s'ils passent justement par ce désespoir, comme tu l'expliques au début, par cette souffrance. Ça permettrait voilà de travailler un petit peu, de se bousculer, parce que j'imagine que un livre psycho-initiatique, ça doit remuer quand même un peu. Alors, l'initiatique, c'est le voyage, c'est l'aventure et la transformation, la quête personnelle ou spirituelle. Oui. Avec la psychologie en plus, bah, c'est le fait de dire tout ce qui anime la personne, le personnage principal, euh, au milieu de tout ça, tout ce qu'il traverse. Donc, du coup, effectivement, oui, c'est de pouvoir, j'espère qu'en refermant mon livre, les lecteurs, ils pourront changer de point de vue pour ceux qui ont des difficultés, qui ont du mal avec la vie, avec le fait d'avancer, que même quand ça nous semble tout noir, on peut toujours trouver de la lumière. Et du Oui. coup, il y a cette notion de résilience aussi, de savoir faire de ces épreuves euh, quelque chose de bon, quelque chose qui d'en ressortir le meilleur, quoi, en fait. Donc, Et je crois que tu apportes beaucoup d'importance à tes personnages. On le voit dans les conseils que tu partages aussi sur Instagram. Alors moi, je suis curieuse. Déjà, comment as-tu donné vie à Anaël, ton personnage principal? Parce que tu te décris comme une architecte dans l'âme. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as construit Anaël? alors, comment j'ai construit Anaël? Et ben, en fait, déjà, ce roman-là, euh, c'est pas du tout le même fonctionnement que le second. Pour celui-là, j'ai eu le concept avant tout. C'est-à-dire que je savais que je D'accord. voulais parler de dépression, ou en Oui. tout cas de moments de désespoir. Et avec le cheminement dont je parlais tout à l'heure, spirituel que j'ai fait, je me suis dit, bah oui, l'univers, moi, s'il m'avait écouté, aujourd'hui, j'aurais attiré plein de mauvaises choses et je serais pas du tout dans la paix et la sérénité avec laquelle je vis maintenant. Donc en fait, Oui. euh, tout est parti de ce concept-là, de parler de quelque chose de très noir pour en ressortir le meilleur. Ça a été le concept de base qui m'a fait dire, bon, bah, il va falloir que ce soit un roman initiatique, parce que c'est la meilleure Oui. manière de montrer les choses avec ce genre littéraire-là. Euh, Après, du coup, Annelle, elle est venue ensuite. J'avais pas de D'accord. personnage, je ne savais pas du tout, je savais qu'elle serait pas bien dans sa peau. Je ne savais pas du tout comment elle allait être, quelles seraient ses caractéristiques. Et du coup, là, j'ai pris mes fiches de personnages dont je parle sur Insta. Et, euh, et du coup, j'avais envie que ce soit une rêveuse, artiste, une peintre. Je la voyais dessiner dans les champs. Quand tu écrivais, tu visualisais ton personnage. Est-ce qu'il est né seulement du
parcours de construction où bien, tu as eu l'impression qu'un bout de son âme est venu à toi? C'est arrivé à moi, directement, Ouais, hein. parce que moi, il faut que ce soit très intuitif, très Oui, naturel. Même si j'aime beaucoup, comme je dis que je suis une architecte, j'aime beaucoup prévoir, faire des plans, etc. Euh, il faut que ça me parle, il faut que ce soit une évidence. Et donc, du coup, là, c'était évident que ce serait un personnage un peu naïf, un peu doux, quelqu'un qui est un peu à côté de ses pompes, qui a été peut-être très préservé, en fait, étant jeune, d'accord. et qui, du coup, Ouais. quand elle arrive, parce que du coup, elle est aux Beaux-Arts, là, dans le roman, et Waouh. quand elle arrive dans ses études, ben, en fait, elle découvre la vie à Paris, alors que c'est une jeune Picarde qui sort de son monde, de sa bulle, de sa campagne, et qui se retrouve noyée dans le flot de la ville et des rencontres et des soirées et des choses qu'elle n'a pas connues, en fait. Et du coup, j'avais envie d'insister sur ces caractéristiques-là. Je pense que, comme tu dis, c'est un bout d'âme et on y met Mm. toujours de nous-mêmes. Et ça doit être comment dire, la partie de moi que la vie ne m'a pas permis d'avoir dans mon adolescence, le côté innocent et naïf, où Mm. moi, j'ai pas pu être comme ça. Et donc, du coup, je pense que j'ai eu envie de donner ça déjà pour montrer que tout le monde peut souffrir euh, et avoir de grandes difficultés avec la vie, peu importe qu'on ait dû être confronté très jeune à des choses ou que ça vienne plus tard. C'était pas réservé seulement à des gens qui ont une enfance difficile. Euh, donc, on est toujours sur le fait de s'identifier au personnage. Alors que, du coup, dans la construction, bah, tu vois, au contraire, Charlie, qui est l'héroïne de mon deuxième roman, elle, Oui. elle existe depuis déjà 15 ans dans ma tête. Donc, en fait, c'est une Ah héroïne oui, que j'ai d'accord. incarnée dans mes roleplays. On en parlera plus tard. Oui. Mais, donc, je l'ai créée quand j'étais ado. Et que j'étais mal dans ma peau. Mais elle représente tout l'inverse. C'est tout le culot que moi, j'avais pas quand j'étais adolescente. De celle qui D'accord. ose poser des limites, qui dit merde au monde, qui a pas vraiment de cadre, qui a pas de tact, qui manquerait presque de bienséance. Et donc, elle est parfois inadaptée, du coup, forcément, au Oui. niveau social. Elle a un côté matérialiste, un peu égoïste. Et je pense que c'est des choses où, quand j'étais jeune adulte, eh ben, j'aurais aimé savoir faire. Parce que moi, j'ai toujours été dans l'altruisme, mais peut-être un altruisme trop prépondérant. Donc elle était mon côté un peu plus rebelle, tu vois. Elle m'a permis de faire ma crise d'adolescent. Contrario d'Anaël. Anaël, c'est le concept du roman qui est venu en premier, puis Anaël. Oui. Et pour Charlie, bah, c'est Charlie qui a existé. Et après seulement, à force de l'avoir joué dans des univers différents, et ben, je lui crée maintenant une histoire à elle qu'elle mérite. Mais c'est d'abord le personnage qui était là. Donc tu vois, il y a deux Oui. manières de créer et qui donnent des romans complètement différents parce que du coup, Charlie, ça n'a rien d'initiatique. C'est un récit de vie. Il y a du drame familial, il y a des relations toxiques, il y a ses rêves, parce que je crée toujours des artistes. Donc là, on parle d'une jeune femme qui rêve de danser. Euh, D'accord. donc, euh, donc, du coup, voilà, c'est deux façons complètement différentes de créer. Mais dans tous les cas, effectivement, je respecte quand même un certain cadre avec des fiches de personnages que je remplis. Et je crée mon roman avec des parties, des chapitres, même si ils sont amenés à être bougés, à être complètement différents. Ça me permet, en fait, je pense, le fait d'être architecte, de comment dire, de me structurer, de me discipliner, parce que je suis pas quelqu'un de très discipliné. Je pars très vite dans des rêveries. Et donc, du coup, c'est très difficile pour moi, des fois, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc, du coup, ça me permet de Oui. me donner, en fait, des mini-objectifs. Tu vois, un chapitre, bon, bah, ça y est, c'est un chapitre qui est fait. Alors qu'un jardinier, parce que du coup, il y a les architectes et les jardiniers. Le jardinier, lui, il va se laisser transporter, il va avoir son idée, puis bah, il sait pas le milieu, il sait pas la fin, il est pas trop sûr de ses personnages, mais il y va et il se laisse porter par son inspiration. Moi, je suis incapable de faire ça. Ouais. Architecte, il faut qu'il sache sortir de son cadre, parce que sinon, euh, ça peut être un peu plan-plan, un peu redondant, même en tant qu'écrivain, que de pas se laisser porter par
son imaginaire. Donc, moi, si je suis inspirée et que je pars totalement ailleurs, bah, c'est qu'il faut que j'aille totalement ailleurs et je l'accepte et je change mes chapitres ensuite. Là, ça m'est arrivé déjà 4 fois dans ce livre de changer des choses, tu vois. Et le Bah jardinier, oui, bah, de prendre un peu de l'architecte lui permet de recentrer et recanaliser son énergie, c'est ça. justement. Je trouvais que c'était intéressant car quand tu décrivais tes 2 personnages, le premier personnage que tu as créé, est-ce que tu penses, toi qui as fait des études de psychologie, qu'un personnage peut nous porter, nous aider à sortir de notre mal-être? C'est vraiment une question, psychologique, hein? Bien sûr, si, c'est thérapeutique, hein. Franchement, Ah oui, oui. si les gens qui vont voir des psys, en général, on leur dit d'écrire et ça aide énormément. Donc déjà, ça, c'est quand même quelque chose que je conseille à tout le monde, forcément. Ouais. Après, bah, Charlie, pour moi, c'est pas un personnage. C'est devenu, au bout de 15 ans, c'est devenu une vraie personne. C'est-à-dire que, par exemple, je connais sa date d'anniversaire, donc c'est le 26 octobre, c'était il y a 5 jours, et je lui ai Ouais. souhaité dans ma tête comme je le souhaiterais à quelqu'un. Et du coup, pour Charlie, ben, c'est vrai que ça fait tellement d'années qu'elle est là que c'est une personne à part entière et en quoi elle a pu m'aider, moi, à sortir de mon mal-être. Ce que je disais, c'est qu'elle a porté des choses, elle a des caractéristiques qui sont très différentes des miennes. Un phrasé qui est très différent, beaucoup plus brut. Euh, et donc, du coup, je pense que qu'elle m'a apporté beaucoup et c'est vrai que ça m'est souvent arrivé dans des situations de ma vie quelconques, plus ou moins difficiles, de me dire mais qu'est-ce que ferait Charlie? Et donc effectivement, ça, je pense que les personnages peuvent nous apporter beaucoup parce que la création, c'est on met toujours une part de nous-mêmes, mais on apporte aussi des choses nouvelles qui nous permettent d'avoir une autre vision de la vie, une autre manière d'aborder les choses, de prendre la vie sous un angle différent. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le fait de créer des personnages, c'est que ou des romans, c'est que on aborde les choses dans des perspectives différentes et plurielles. Et donc en ça, je pense que ça aide effectivement à passer plein d'épreuves, de mal-être, mais tout simplement à nous ouvrir au monde aussi. Donc c'est ce qu'il y a de beau dans l'écriture. C'est à la fois thérapeutique, c'est à la fois une ouverture d'esprit, c'est mettre ses tripes sur la table et tout oser, tout dire, et puis en même temps, ça nous apporte beaucoup à nous-mêmes aussi. Donc on peut à la fois apporter aux autres et à la fois se donner des choses. Donc c'est ce que j'adore. Après, c'est dans le genre que j'écris. Moi, j'ai choisi la littérature contemporaine avec une dimension psychologique et introspective. Donc évidemment que quelqu'un qui aura envie de sortir du quotidien, des questionnements sur soi-même, sur la société, aura pas du tout envie de lire ce que je propose. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais moi, c'est ce que j'aime. Je crois que l'écriture peut permettre d'en apprendre plus sur l'humain, sur la psyché humaine, sur les relations aux autres, sur la société. Et je pense que c'est une belle façon d'emmener à réfléchir et à avoir des réflexions sur soi ou sur ce qui nous entoure. Donc, c'est ce que j'aime faire. Et en ça, ça aide forcément à avoir une vision différente des choses et donc à passer nos propres épreuves. Mais que ce soit du coup en tant qu'écrivain ou en tant que lecteur. Ça marche dans les deux sens. Parfois, quand on lit un livre, même si c'est pas nous qui l'avons écrit, on est tellement bouleversé que ça vient changer en nous, comme ce que j'ai expliqué avec Maud Ankawa et son livre Respire. Donc, je pense que c'est ça le pouvoir des livres en général. Et c'est super que tu partages cette expérience. Ça fait 15 ans que tu as créé Charlie. Tu as écrit et tu as incarné ce personnage du role player gamer, notamment autour de l'univers de Poudlard. Est-ce que Charlie, j'imagine qu'elle était déjà là? Oui, alors elle s'appelait pas Charlie à l'époque. Alors le premier roleplay que j'ai fait sur Poudlard, Oui.
mais elle est venue après, quand j'ai été dans un role-play d'un centre pour adolescents en difficulté. Donc du coup, D'accord. c'est, je pense, un endroit où on s'est toutes retrouvées pendant des années. Ça nous a fait beaucoup de bien de pouvoir exprimer tout ce qu'on avait exprimé. Et c'est là où Charlie, elle est née sous un autre nom, mais c'était Ouais. les prémices de la Charlie actuelle. Et, euh, et oui, le RP, en fait, ça apporte plein de choses de pouvoir incarner un personnage parce que, euh, mine de rien, on crée un personnage très différent, Charlie, avec son matérialisme, son égoïsme, le fait de toujours se faire passer avant les autres, bah, du coup, est très différente de moi qui ai fait l'inverse. Mais au final, plus on l'incarne, bah, elle évolue un peu comme nous, et nous, on évolue un peu comme notre personnage quand ça dure comme ça pendant Oui, des années. Donc, c'est effectivement, sûr. on est porté par ce qu'on écrit et ça nous apprend beaucoup. Et le RP, entre autres, moi, ça m'a apporté 4 choses. Déjà, des connaissances et des amitiés. Donc ça, bah, Oui, je penserai forcément à un ami qui va sûrement écouter ce podcast et qui va se reconnaître. Ça m'a aussi apporté de l'inspiration et de l'imagination parce que le roleplay, c'est un fonctionnement, du coup, où on écrit avec d'autres gens. C'est un exercice du quotidien parce qu'on ne peut pas vraiment arrêter. J'appelle ça le RP, hein, du coup. On ne peut d'accord. pas vraiment arrêter le RP parce que il y a quelqu'un qui attend notre réponse derrière pour pouvoir continuer à nous écrire. Donc ça, on est obligé d'écrire, si ce n'est tous les jours, assez régulièrement. Et puis ça apporte de l'inspiration parce qu'on puise en l'autre dans sa façon d'écrire, dans sa manière d'aborder les choses et de faire Bien prendre sûr. une tournure à nos histoires parce que en fait tu écris une réponse et souvent tu finis par fantasmer ah bah derrière il va se passer ça et ça et quand tu reçois la réponse de l'autre bah c'est pas du tout il t'emmène pas du tout là où tu pensais aller et donc ça te force à rebondir, ça te force à avoir une imagination différente. Donc ça a été la deuxième chose que ça m'a apporté. Après, bah, la Oui, libération émotionnelle dont on parlait, euh, parce que du coup, effectivement, avec le centre, par exemple, pour adolescents en difficulté, bah, on en avait tous besoin, je pense. À cette époque-là, moi, j'avais 15 ans et on avait tous besoin de ce centre, en fait. Oui, c'était l'endroit où je pouvais, dans ce centre pour adolescents en difficulté, oui. dire tout ce que je pouvais pas dire aux personnes qui m'accompagnaient dans la vraie vie. Je pouvais me plaindre, je pouvais faire des conneries, je pouvais envoyer balader les adultes du centre. Du coup, j'ai pu faire ma crise d'adolescence comme ça. Et après, la quatrième chose que ça m'a apporté, ça a été la validation. Au sens où la première validation que j'ai eue, c'était en sixième. J'avais fait une rédaction. Le, le thème n'était pas imposé par le prof, quoi. Donc c'était une petite nouvelle sur une nana qui s'appelait Aliénor, époque moyenâgeuse. Et Oui. elle avait été demandée par mon prof de français et de latin. Et quand il m'a rendu ma copie, j'avais eu 19 et il m'a dit qu'il m'avait pas mis 20 parce qu'un écrit peut toujours être amélioré. Mais en gros, que j'avais vraiment du potentiel. Donc ça a été le premier à valider mes écrits. Et vu que c'était une figure d'autorité, bah forcément, ça, ça m'a beaucoup porté. Donc bah, si jamais Monsieur Delors écoute et passe par là, merci à lui. Et après, en fait, avec le RP, avoir donné mes textes, mes émotions, mes tripes à des inconnus sur des forums, parce qu'en fait, du coup, j'étais cachée derrière le pseudo de mes personnages, donc cachée derrière Charlie et d'autres personnages. J'ai incarné des hommes, des femmes, enfin voilà. D'accord, ah oui, c'était Euh, vraiment un monde complet en fait. ah oui, c'est des mondes entiers, et en fait, tu peux tout balancer, tout dire. Il y a pas le stress où on sait qui tu es. Si les gens, ça leur plaise pas, de toute façon, enfin, il y a pas de barrière, du coup, vu que tu es caché derrière un pseudo. Et donc, du coup, bah, j'avais de super retours, en fait, avec ces gens avec qui j'écrivais. Et ça a été l'autre validation où je me suis dit, parce que j'écris, les gens, ils aiment ça. Donc, en fait, c'est peut-être pas que Oui. juste une passion comme ça à garder pour moi. C'est peut-être quelque chose qu'il faut que je partage avec les autres, parce qu'on en venait à sortir même des écrits et à s'écrire des poèmes. Mais c'est comment tu trouvais ces forums et tout ça en fait Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça existe D'accord, encore, les forums comme ça, hein. Les forums RPG, c'est sur Forum Actif, ça s'appelle. Souvent, c'est créé d'accord. là-dessus. Donc, si vous tapez ça sur Internet, vous le trouverez. Vous en trouverez plein sur des univers différents
qui soit existent, comme par exemple Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Pretty Little Liars, Desperate Housewives, ce que vous voulez, soit des Ah ouais, univers complètement inventés et complètement fictifs. Moi, j'avais créé mon propre forum, et donc un univers. d'accord. Puis j'ai pas pu le jouer parce que la santé de ma mère s'était dégradée, donc j'ai arrêté le RP à ce moment-là. Et mais du coup, je le garde dans un coin parce qu'en fait, du coup, ça me ferait un troisième roman potentiel où là, on est entre le D'accord. thriller psychologique et le fantastique, en gros. Du coup, tu veux dire que différents mondes sont complètement possibles sur plein de thèmes, en fait? Oui, complètement. Puis tu choisis du coup le thème qui te plaît. Moi, je sais que l'ami dont je parlais, il a déjà fait sur du Star Wars. Moi, c'est un univers que je ne connais pas, qui ne me parle pas D'accord. spécifiquement, donc j'allais pas écrire là-dessus. J'ai commencé avec Harry Potter parce que je les ai tous lus, j'étais une grande fan et donc du coup c'était une évidence que d'aller là-dessus pour commencer. Mais au final, oui, tout existe. Si on aime les vampires et les loups-garous, et ben il y en a plein, que ce soit à travers Twilight, Teen Wolf ou d'autres œuvres comme ça, mais aussi des choses complètement inventées. Si on aime un univers motard ou gang motard, ça existe aussi, j'en ai vu. Euh, Il y a de tout. Donc en fait, c'est hyper bien pour... c'est des sacrés entraînements, en fait, pour Mhm. la suite, pour écrire, développer son imagination et nous emmener un peu partout. C'est pour ça que je dis toujours que je fais partie de la littérature blanche au sens où je suis pas codifiée à un seul genre. Euh, Mon écriture restera toujours psychologique et introspective. Ça, c'est ma manière d'écrire. Euh, mais après, je peux très bien partir dans du thriller, dans du fantastique, dans de l'initiatique, dans des récits de vie contemporains. Voilà. J'ai pu voir aussi que tu aimes l'astrologie et tu choisis tes personnages en fonction du signe astro. Alors, est-ce que c'est un guide pour son caractère? Alors, pas vraiment, parce que du coup, je crée d'abord mon personnage et je Oui. choisis ensuite le signe qui y correspond. Mais D'accord. effectivement, je connais assez bien les caractéristiques des signes astrologiques pour comprendre que dans le cas, par exemple, d'Anaël, quand je fais une rêveuse un peu naïve qui s'accroche aux autres, à ses relations, etc., je vais me diriger soit vers un poisson, soit vers un cancer. Donc, D'accord. je voulais mettre en avant la douceur et la rêverie donc du poisson pour Anaël. Donc, elle est forcément née entre fin février et fin mars. Alors que Charlie, qui est une femme qui a du répondant, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle aime séduire et être séduite, elle est sensuelle mais elle pique. Là, le scorpion était le choix parfait. Donc c'est pour ça qu'elle est née le 26 octobre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc Oui. voilà, mais j'aurais pu lui attribuer le bélier, le lion ou le taureau pour d'autres caractéristiques qu'elle a, comme par exemple, elle adore la bonne bouffe et les taureaux sont de super épicuriens, tu vois. Mais, mais ce que je voulais mettre en avant, c'était ce côté séducteur, sensuel, et ce côté je me laisse pas marcher sur les pieds, et j'y vais. Donc du coup, j'ai choisi le scorpion. Donc en fait, ça me sert plus à titre personnel pour les dates et les anniversaires où dans la construction de mon roman, du coup, je peux situer l'âge de mon personnage et puis en fonction des ellipses que je fais, en fonction de comment ça évolue, du coup, ça me permet une certaine chronologie et ça me permet de voir dans toutes les caractéristiques que je crée, vu que mes fiches, elles sont complètes, qu'est-ce que je préfère mettre en avant. Le choix du signe me permet de me dire, bon, les qualités ou les défauts que je dois le plus mettre en avant, c'est ceux-là. Et ce roman, alors, dans l'idéal, tu voudrais qu'il soit prêt pour quand? Ça, c'est la question fatidique. J'essaie de moins me mettre la pression. Si je termine mon premier jet à la fin de l'année, ce serait top. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Après, il y aura une première phase de réécriture avant l'envoi au bêta lecteur et du coup, là, faut attendre le retour. Donc, ça, c'est que de l'estimation. Et puis après, il faut le retravailler encore une fois si c'est nécessaire et faire des dossiers pour les envoyer aux maisons d'édition. Donc, c'est long. Mais au moins
dans l'attente du retour des bêta-lecteurs, je pourrais commencer à planifier le second roman avec Charlie. Mais je m'étais dit que pour le printemps, donc mai-juin, ce serait bien Parce que toi, ton souhait, c'est de passer par l'édition. Oui. être publié par une maison d'édition. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ma famille, c'était bien avant que je naisse, mais mes grands-parents et ma mère et mon parrain, tous des gens qui sont plus là aujourd'hui, mais ils ont tous travaillé chez Hachette. Euh, Pas D'accord. forcément en rapport avec le livre, hein. Ils étaient, ma mère, elle était secrétaire là-bas et mon grand-père, il a commencé en faisant du ménage et il a fini cadre de la logistique, donc de tout ce Ah qui est bah oui. de la distribution et tout ça. Donc Comme quoi, la résilience, ce que tu disais, tu la tiens de ton grand-père, du coup. ouais, je pense que je suis un peu la lignée maternelle. Mine de rien, je suis partie du coup sur la psychologie, l'hypnose et tout ça, mais et j'adore ça. Mais l'écriture, je pense que c'est quelque chose de le milieu du livre, quelque chose de familial, et je tiens des pépites dans ma bibliothèque grâce à eux, des collections magnifiques, et du coup j'aimerais pouvoir être édité par une maison d'édition. Après, si ça fonctionne pas, et ben maintenant on a l'auto-édition euh, Oui. qui existe et qui est géniale et qui permet à tout le monde de pouvoir être lu, même quand on n'est pas accepté, parce que les maisons d'édition, c'est moins d'1% de ce qu'ils reçoivent qui finissent par éditer pour les grandes maisons d'édition, Albert Michel, Gallimard, Grasset, Actes Sud. Donc si jamais ça marche pas, je me ferai auto-éditer. Dans tous les cas, mes livres seront publiés, mais à chaque fois, je tenterai de trouver une maison. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Eh bien, merci Tess pour avoir participé à ce podcast et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir reçu. Ça me fait très plaisir que tu penses à moi pour ce tout premier podcast. Et puis merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Pour terminer cet échange, je vous laisse porter par la voix et les mots de Tess à travers un extrait de son roman. Que ces mots vous accompagnent, vous apaisent et peut-être, qui sait, vous inspirent à écrire les vôtres. À bientôt. Je me défilais avec hâte et commis l'erreur de glisser le regard vers Adriane, bien occupée par tous les élèves en attente de conseils. Mais le regard et l'intention détiennent des pouvoirs invisibles qui laissent passer des messages que l'autre capte malgré lui. C'est comme dans le métro. La rame peut être bondée à ne plus pouvoir respirer autrement que par la bouche, à humer la transpiration des journées de labeur des autres. Lorsque des yeux se posent sur nous, une étincelle jaillit, et notre regard vient croiser celui qui nous observe, comme une évidence. Je pourrais la nommer intuition aujourd'hui. Sauf qu'à ce moment-là, c'était la timidité et l'envie franche d'esquiver ce moment qui avaient provoqué cet échange. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et il ne fallut pas longtemps pour que mon nom résonne dans la salle. Quelques corps se tournèrent vers moi, et mon seul réflexe fut de fuir plus vite que mon ombre. La fuite en avant, comme emportée par l'ouragan de mes émotions, effacée par la peur, submersive, immersive, incontrôlable. Fuir pour me dérober de mes obligations. Fuir pour ne plus être en première ligne lorsque la vie claque et me demande de me mettre à genoux, à nu, face à la réalité. Cette réalité était celle de l'inconnu, de ne pas avoir de réponse à donner et d'oser m'engouffrer là où le silence règne et laisse les esprits vagabonds se perdre un peu plus. Parce que mon existence ne reposait que sur la présence de ma mère et de ses ancêtres. Je travaillais à comprendre l'héritage laissé par nos familles, et pourtant je n'en connaissais qu'une moitié. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à Adriane? M'échapper était la solution la plus raisonnable et la plus sécurisante. Ce n'était pas de la lâcheté, non, je n'étais pas lâche. Mon père était inexistant, et l'avait toujours été. Un fantôme du passé, un secret du présent, une question du futur. La définition parfaite de l'absence qui ronge l'esprit et fait saigner le cœur jusqu'à la paralysie. Incapable d'avancer et de trouver les solutions, le manque de réponse m'immobilisait devant le miroir, dans lequel je plongeais et qui m'empêchait de regarder ailleurs.
Je n'avais pas toujours accepté l'étreinte de la passivité. J'avais fouillé dans les cartons du grenier, ouvert les albums photos. J'avais tapé sur mon clavier comment retrouver un homme dont on ne connaissait rien. Je m'étais battue, en vain, contre le néant que m'offrait ma mère à chacun de ses silences, à chacune de ses colères. Malheureusement, aucun trésor niché dans la maison familiale ne faisait référence à mon géniteur. Pas la moindre trace. Il fallait croire que c'était trop facile, trop attendu, trop beau pour être vrai. Ma mère avait tiré un trait sur son existence, comme on marque un animal au fer rouge. Une décision cinglante et définitive. Sauf qu'ici, aucune identification possible. Pas de photo, pas de nom, pas d'histoire. L'Immaculée Conception. Si ma mère ne portait pas le doux prénom de Claire, je l'aurais rebaptisée Marie.